Il y a 50 ans, en octobre 1963, s'éteignaient deux monstres sacrés, à quelques heures d'écart, Édith Piaf et Jean Cocteau. La semaine prochaine, Franck Ferrand nous fera revivre le destin de la chanteuse. Aujourd'hui, c'est le poète, le peintre, le cinéaste, disons, le créateur qu'il a choisi de mettre à l'honneur. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai demandé à la petite nièce du poète, Dominique Marny, qui est vice-présidente du comité Jean Cocteau, de venir nous aider à cerner la personnalité protéiforme, extraordinaire de cet homme aux talents multiples. Et en guise de préambule, je vous propose une promenade à travers son œuvre cinématographique. Et dans notre retour aux origines tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que nous a posée Magdalena via Facebook. Oui, alors une question qui peut paraître toute simple, mais dont vous allez voir qu'elle est pleine d'implications étonnantes. Magdalena voudrait connaître l'origine du tricot, figurez-vous. Eh bien, ça va nous amener à parler, mais oui, de l'invincible armada. Comme quoi, en histoire, tout est possible. Un raccourci qui, je pense, n'aurait pas déplu à Jean Cocteau. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il est possible en ce moment de revoir La Belle et la Bête, on ne s'en lasse pas, et de la revoir dans une version entièrement rénovée. Ça va également sortir en DVD, donc chacun pourra voir ça aussi chez lui. À propos de La Belle et la Bête, du conte, à propos du conte de Madame le Prince de Beaumont, qui avait bercé son enfance, voilà ce que disait Jean Cocteau. J'étais fasciné par La Belle et la Bête qui voisinait avec Perrault sous la couverture rouge et or de la bibliothèque rose. J'y trouvais naturel ce qu'il y avait de surnaturel. C'est fondamental cette expression-là, car à mon avis, elle résume largement l'attitude, comment pourrait-on dire, la façon de se positionner de Jean Cocteau par rapport à la vie et par rapport à ce qui l'entourait. J'y trouvais, je redis la phrase, j'y trouvais naturel ce qu'il y avait de surnaturel. C'est une merveille et rien qu'à le lire, les idées d'un film m'arrivent en foule, écrit-il dans son journal. Alors il le relit, ce conte, évidemment, pendant 2 ans, avec bien entendu à l'esprit cette idée, je vais en faire un film, je vais l'adapter au cinéma. Il faut couper dans le texte, bien entendu, modifier. Jean Cocteau ajoute un personnage, il va limiter un peu les dialogues pour donner plus de place au merveilleux et à ces images qui sont restées imprégnées sur nos rétines, bien entendu. Alors, la première ébauche sort au printemps 44, en mars 44. C'est intéressant, la période évidemment du tournage, puisqu'on est dans la toute fin de la guerre. La Gaumont, qui d'abord dans un premier temps avait été séduite, se désengage, mais Cocteau ne renonce pas, et grâce à André Paulvé, eh bien le film finalement va prendre vie. Voilà ce qu'il confie dans le journal du tournage. Je signale d'ailleurs que ce journal du tournage, préfacé par Serge Toubiana, vient d'être réédité au Rocher. Pour tout amoureux du cinéma, la lecture du journal de tournage de La Belle et la Bête est un pur enchantement, écrit Serge Toubiana. Et c'est vrai qu'on a l'impression de partager au quotidien ce qui a fait la magie de ce tournage, une magie que l'on retrouve évidemment si fortement à l'écran. Le 27 août 1945, voilà ce qu'écrit Jean Cocteau dans le fameux journal. « Le décor est de ceux que je suis obligé de faire de mes propres mains et où personne ne peut me venir en aide. En outre, les perches pliaient, les fils ne parvenaient pas à se tendre, les draps étaient trop courts et trop peu nombreux. » Le lendemain 28 août, je dois m'occuper de tout, épingler le linge, nouer les perches, trouver les volailles et les pousser dans le décor, construire des ruelles de draps et tendre les découvertes. On n'imagine pas ce que c'est en 1945 que de louer 12 draps supplémentaires. Roger Rogelis, donc qui est le régisseur, m'en découvre 9 à grand-peine, j'en avais 6. Le lendemain encore, par un esprit de contradiction instinctif, j'évite les mouvements d'appareil tellement à la mode et que les spécialistes estiment indispensables. C'est vrai qu'il y a dans ce film une économie de moyens et d'une façon plus générale dans le cinéma, je devrais dire pour lui faire plaisir le cinématographe de Jean Cocteau, quelque chose de tellement rapide et de tellement immédiat.
30 août 1945, toujours dans le journal. Je ne serai sans doute jamais un vrai metteur en scène. Je m'intéresse trop à ce qui se passe. Je regarde, j'assiste au spectacle, je deviens public et j'oublie les raccords. Le film va donc sortir peu de temps après la Libération. Il est sélectionné en septembre 46 pour le premier festival de Cannes. Alors on va pas revenir sur l'histoire du festival de Cannes, mais c'est le moment de saluer quand même notre grand maître Philippe Erlanger. Ce film à Cannes n'obtient pas de récompense, mais il y aura en quelque sorte un prix de consolation, puisqu'en décembre, le film se voit décerner le prix Louis Deluc. La Belle et la Bête sort le 29 octobre 46 à Paris, au cinéma Colisée et Madeleine, et d'emblée, c'est un triomphe. Cinématographe, il a toujours répugné à cette abréviation cinéma. Il disait, à propos du 7e art, c'est un fantôme qui vous tient étroitement entre des bras terribles et ne vous lâche plus. Cette phrase, il l'a écrite d'ailleurs pas très longtemps avant de tourner La Belle et la Bête. Il faut vous dire que, évidemment, Cocteau est un peu né avec le cinéma, d'une certaine façon. La fin de son enfance, son adolescence ont été marquées par les premiers films, notamment par les inventions extraordinaires de Georges Méliès, qui, à leur façon, sont déjà une sorte de préfiguration de ce que lui fera plus tard. Ensuite, il s'est intéressé au cinéma américain, évidemment, et plus particulièrement à deux monstres sacrés du burlesque, qu'étaient Keaton et Chaplin. Il s'intéresse au cinéma, comme quasiment tous les réalisateurs de son temps, vous me direz, en autodidacte, bien entendu. Il n'a rien appris, il n'a pas reçu de formation technique. Et du reste, son coup d'essai dans ce genre n'a sûrement pas été un coup de maître. En 1925, il tourne un film, un 16 mm qui s'appelle Jean Cocteau fait du cinéma, allusion au Charlot fait du cinéma de Charlie Chaplin. Et il écrira plus tard dans son journal, il n'en reste aucune trace. Et c'est vrai que la copie semble être perdue. Est-ce que ce ne serait pas lui qui finalement l'aurait détruite? On est là en 25. En fait, dès 1929, dans son journal de désintoxication, Opium, il écrit « Ma prochaine œuvre sera un film ». Et cette fois, ce film-là, on peut dire qu'il va d'emblée entrer dans l'histoire du 7e art. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous plongeons avec vous, Franck, dans le cinéma de Jean Cocteau. Eh oui, alors je vous ai dit que Jean Cocteau allait tourner ce premier vrai film en 1930, ça veut dire qu'il a déjà plus de 40 ans, c'est quelqu'un de très célèbre déjà, évidemment, c'est un écrivain important. Cocteau pense que les images parlent pour ceux qui ne savent pas lire, nous dit Dominique Marny, elle précisera sa pensée dans un instant puisqu'elle vient d'entrer dans ce studio. Il trouve que ces poèmes perdent de leur subtilité dès qu'ils sont traduits dans une langue étrangère. Filmer les faits et gestes de ces créatures permettrait aux spectateurs de toutes les nationalités de recevoir son message sans déformation. Vous voyez quelle est l'ambition là du créateur et du poète, pouvoir parler à tous sans le truchement d'une langue qui forcément est un obstacle. Alors il expose son projet à un couple d'amis, pas n'importe qui s'il vous plaît, puisqu'il s'agit de Charles et Marie-Laure de Noailles, qui se disent on va financer ce film de Jean Cocteau. Ils sont de toutes les grandes aventures un peu avant-gardistes de leur temps. Le tournage commence le 15 avril 1930 au studio de Joinville-le-Pont. Je travaille jour et nuit, mais maintenant je sais écrire en pellicule comme avec de l'encre, dit Jean Cocteau, et c'est autre chose, je te l'affirme, de plus grave et de plus étrange. C'est assez fort. Alors, il faudrait parler de tous ceux qui participent à cette grande aventure, parce que c'est une création collective, et évidemment, il faudrait dire un mot de Georges Auric, dont on a entendu quelques accents tout à l'heure, qui est le compositeur. Au départ, le film devait s'appeler La vie d'un poète. Le tournage s'achève en septembre dans des conditions un peu difficiles. Cocteau sort du tournage avec une sciatique, mais il est heureux. Ce sera ma meilleure chose, écrit-il, et la partition de Georges Auric est superbe. J'ai tenu le coup du 1500 mètres comme un cinéaste spécialiste. Il était assez content de son affaire. Alors, néanmoins, la sortie est reportée. Il faut vous dire qu'à cette époque, le couple de Charles et Marie-Laure de Noailles a eu un souci au moment de la projection du film qu'ils avaient confié à Buñuel. Vous savez, L'Âge d'or. Le film a été hué, ça a été un vrai scandale. Et Cocteau va devoir
vouloir lui-même modifier un peu son film. Il supprime notamment une scène avec les Noailles qu'il remplace par des figurants, et il va surtout changer le titre. Le film devient évidemment Le sang d'un poète, et il sort le 20 janvier 1932. Après cela, après cette sorte de premier testament total à travers fixé sur la pellicule, Cocteau va laisser de côté le cinéma en tant que réalisateur, mais il est fortement sollicité par toutes sortes d'autres réalisateurs dont il devient le scénariste, ou plus exactement souvent le dialoguiste. Je ne vais pas vous faire toute la liste des films, mais évidemment il y a Le lit à colonnes de Roland Tual, La comédie du bonheur de Marcel L'Herbier, Le baron fantôme de Serge de Poligny, j'ai envie de dire, etc. Il y a un certain nombre de films. En 1942, Cocteau écrit le scénario et les dialogues du baron fantôme. Les producteurs lui demandent de retravailler son texte. Alors, il n'est pas très content, alors il se retire du projet et il va finalement revenir pour les modifications. Il n'aime pas tellement qu'on lui fasse retravailler sa copie, ce qui est vrai avec les producteurs au cinéma, l'était également avec les éditeurs, évidemment, pour les textes. Je crois avoir réussi l'atmosphère du roman, c'est-à-dire non pas une intrigue qui se déroule, mais des personnages qui se cherchent et qui se trouvent le long du film, écrit-il. Alors, il y aura ensuite l'éternel retour avec Jean Delannoy, La Malibran de Sacha Guitry en 1943. D'ailleurs, c'est à cette occasion que Cocteau découvre les studios de la rue François 1er, qui sont nos studios d'Europe 1 aujourd'hui, et où il viendra tourner un peu plus tard. Il travaille également avec Robert Bresson sur Les Dames du Bois de Boulogne. On est là vers la fin de la guerre, et c'est le moment où il va repasser derrière la caméra, et ce sera, vous l'avez compris, pour La Belle et la Bête. Il y a les films que Cocteau a conçus pour le cinéma, il y a toutes les adaptations, les dialogues, etc. Et puis il y a aussi les adaptations de ses propres pièces de théâtre, notamment L'Aigle à deux têtes, dont le tournage commence le 15 octobre 1947, avec des tournages un peu partout, à Grenoble, au château de Pierrefonds, bien entendu, pour des images inoubliables, dans les studios d'Épinay-sur-Seine, et puis ici, encore une fois, je vous le disais, dans ces studios de la rue François 1er, Cocteau sera contraint de tourner quelques scènes de raccord extérieur le 28 janvier 48. On est vraiment, c'est vraiment la fin il faut aller très vite au montage, puisque l'avant-première a lieu à Londres en juin 48, en présence bien sûr de l'auteur et de Jean Marais. La sortie française sera un tout petit peu plus tard, le 22 septembre. Après L'Aigle à deux têtes, vous allez voir, après L'Aigle à deux têtes, on peut dire que le cinéma devient pour Cocteau une affaire essentielle, mais entre-temps, je vous propose d'entendre quelques notes de Georges Auric et justement de cette bande originale de L'Aigle à deux têtes. Orphée est la plus difficile de mes entreprises, dira-t-il. Il avait écrit cette pièce en 1925. Il s'agit de l'adapter maintenant au cinéma. Je tente de conserver le style de la pièce avec une pointe de comique. Évidemment, dans Orphée, je ne sais pas si vous avez ce film à l'esprit. Il faut revoir ce cinéma de Cocteau tellement éblouissant. Et puis, avec ces effets si simples, passer à travers un miroir devient véritablement une expérience onirique. Alors que c'est tout simple, évidemment. Les effets spéciaux sont presque basiques et ils continuent de nous bluffer 60 ans plus tard. Le script au départ était destiné à Paul de Charme, mais évidemment Cocteau s'est arrangé par tous les moyens pour que ce soit Jean Marais qui interprète le personnage principal. Le film est présenté à la Biennale de Venise en septembre 50. D'ailleurs, il obtient le prix international de la critique. Et le 29 septembre, donc c'est l'avant-première sur les écrans du Colisée à Paris, avant une sortie grand public qui va être une sortie remarquée. C'est un immense succès dans un premier temps. La production, pour autant, ne rentrera pas intégralement dans ses frais. L'un des problèmes de Jean Cocteau, et nous allons le voir dans un instant avec mon invité, ce sera de trouver des producteurs qui financent à chaque fois ses rêves sur pellicule. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et vous continuez, Franck, à nous faire voyager à travers le cinéma de Jean Cocteau. Ce cinéma qui est une sorte de, je disais tout à l'heure, de rêve sur pellicule. Vous savez, il y a quelque chose de très onirique avec des images très fortes, toutes simples mais très fortes. Et puis un jeu sur le silence et sur l'invisible, bien entendu. Il n'est pas impossible que le cinéma puisse un jour filmer l'invisible, le rendre visible, le ramener à notre rythme, comme il ramène à notre rythme la gesticulation des fleurs, disait-il. On est vraiment dans l'inspiration avec ce personnage, ce créateur extraordinaire. Son dernier long métrage, évidemment, ce sera Le Testament d'Orphée. Vous savez, il y a cette scène tout à fait extraordinaire, où Cocteau met en scène sa propre mort et son jugement dernier en tant que poète. Il considère ce film un peu comme un legs, c'est un peu son testament cinématographique. Voici d'ailleurs ce qu'il en disait lui-même. Le privilège du cinématographe, c'est qu'il permet à un grand nombre de personnes de rêver ensemble le même rêve et de montrer en outre, avec la rigueur du réalisme, les fantasmes de l'irréalité. Bref, c'est un admirable véhicule de poésie. Mon film n'est pas autre chose qu'une séance de striptease consistant à ôter peu à peu mon corps et à montrer mon âme toute nue. Car il existe un considérable public de l'ombre, affamé de ce plus vrai que le vrai, qui sera un jour le signe de notre époque. Voici le legs d'un poète aux jeunesses successives qui l'ont toujours soutenu. Aux jeunesses, au pluriel, successives qui l'ont toujours soutenu. Jean Cocteau s'adresse essentiellement, et ce sera la grande affaire de toute sa vie, à la jeunesse, bien entendu, à cette Juventus sur laquelle nous allons revenir dans un instant avec Dominique Marny. Alors, je vous disais que ce film était le dernier de ses films. Il faut vous dire qu'il n'a jamais été récompensé à Cannes, Cocteau. Et alors, on sait que par ailleurs, ça n'enlève rien au créateur, il était très à cheval sur les récompenses, les hommages, etc., qu'il aimait beaucoup, évidemment. Et ça devait le chagriner pas mal. Il est membre du conseil d'administration du festival en 51, membre du jury en 52, président du jury des longs métrages en 53 et 54, et finalement nommé président d'honneur du festival en 57. 57, la 10e année, le 10e cru du Festival de Cannes. Toutes ces nominations lui permettent peut-être de mieux comprendre les échecs de La Belle et la Bête, d'Orphée, etc. Car il a vu le Festival de l'intérieur, il a vu quelles y étaient les forces à l'œuvre et ce qu'on essayait de récompenser. On peut dire que son engagement a été décisif à Cannes dans les palmes décernées à des films comme Le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot, entre parenthèses, merveille absolue, prix spécial du jury en 1956, ou un film qui à l'époque apparaissait comme un véritable ovni, le film de François Truffaut, Les 400 coups, prix de la mise en scène en 1959. Je pense que la patte, si on peut dire, en tout cas l'esprit de Cocteau, sont décelables derrière de telles récompenses. Quelle a été chez Cocteau la part d'adaptation et la part de création au cinéma? C'est la question que je vais poser dans un instant à Dominique Marny, et puis ça va nous amener ça à tout le reste, au théâtre, au roman bien entendu et à l'écriture, aux journaux, très important, et puis bien entendu, ça n'est pas accessoire, au dessin, aux arts graphiques, à l'univers Cocteau d'une manière générale. Bonjour Dominique Marny. Bonjour. Vous avez écrit un livre magnifique. Je le dis parce qu'il n'est pas facile d'écrire sur Jean Cocteau, je le sais, car c'est pas la première émission que nous lui consacrons pour tout vous dire, et je sais que ça fait souvent des ouvrages un peu compliqués. Et le vôtre, qui s'appelle Jean Cocteau ou le roman d'un funambule, est extrêmement vif, on est avec le personnage. Il faut dire que un peu de son sang coule dans vos veines, si je puis dire. Oui, c'était le frère de mon grand-père maternel, donc j'ai eu la chance de le connaître. Une chance une chance et une malchance. Je l'ai connu jusqu'à l'âge de 13-14 ans, et je dis toujours c'est un rendez-vous manqué, parce que les choses importantes qu'on aurait pu se dire... J'étais un petit peu jeune quand même. J'étais un peu jeune, mais il m'a donné quand même quelques conseils intéressants. Oui, j'imagine qu'on ne peut pas côtoyer impunément un tel personnage. Non. Alors, avec vous, nous allons revenir sur ce cinéma dont je viens de parler, et puis nous allons voir que Cocteau est bien autre chose qu'un homme de cinématographe. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Il y a 50 ans disparaissait Jean Cocteau. On en parle cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Dominique Marny, petite-nièce de Jean Cocteau, vice-présidente du comité Jean Cocteau. Et auteur de Jean Cocteau ou le roman d'un funambule, édité au Rocher chez notre ami Vladimir Fedorovski. Alors, c'est assez frappant, je crois. Le terme qui convient le mieux à Jean Cocteau, c'est le terme de poète. Poiein en grec, c'est faire créer. Hein. Le poète, c'est celui qui, du chaos, fait une merveille. C'est celui qui est le créateur, en quelque sorte, Dominique Marny. Oui, c'est exact. Il a d'ailleurs dit « je suis un poète ». Il a été poète dans tous les véhicules qu'il a empruntés. Il a été poète, bien sûr, il a été poète de dessin, poète de cinématographe, poète de théâtre, poète de fresques. Bon, tout est de la poésie chez lui, il ne sait pas faire autrement. Et il a dit aussi « mon œuvre est difficile à ramasser », c'est exact. Et en même temps, si on est très attentif, c'est très cohérent. On retrouve son enfance dans ses pièces de théâtre, on la retrouve dans les romans, on la retrouve dans les films. En fait, tout est recyclé chez Cocteau en permanence. Avec une esthétique tellement particulière. On reconnaît du Cocteau, que ce soit à l'écrit ou sous forme graphique, au premier coup d'œil, si je puis dire. Il y a quelque chose de très sûr dans le trait. Qu'il s'agisse d'un trait spirituel ou d'un trait de dessin, en fait. Oui. On se rend compte que les dessins, il n'y a pas de repentir. C'est en général le fait d'un trait, c'est le cas de le dire. Et il disait aussi, le dessin est une écriture dénouée, renouée différemment. Il a aussi une écriture graphique très reconnaissable. Oui, je crois que il y a une œuvre qui est très importante où on se rend compte de ce que vous dites, c'est Le mystère de Jean Loisler, qui sont ces 31 autoportraits qu'il a fait après la mort de Radiguet, accompagnés de phrases. Et c'est vraiment un mélange intime de dessin et de pensées fugitives qui lui traversent l'esprit. Et là, on a vraiment la comparaison des deux. Alors d'où vient-il, ce Jean Cocteau ? Quel est son milieu d'origine, en fait ? Alors, il naît dans une famille bourgeoise à la fin du 19e siècle. Son grand-père maternel est agent de change, son grand-père paternel est notaire. Il naît à Maisons-Laffitte, pas très loin de Paris. Une famille cossue, hein, disons-le. Oui, tout à fait. Et en même temps éclairé, tourné vers les arts. Ça, c'est important parce que il va grandir au milieu de la musique, du dessin. Sa grand-mère connaissait Rossini. Elle chantait elle-même. Son grand-père avait beau être un financier, mais il convoquait les membres de son quatuor tous les dimanches. Il collectionnait les œuvres d'Ingres, de Delacroix, de Ziem, etc. Et surtout des sculptures grecques. Et c'est comme ça aussi que Jean Cocteau s'est familiarisé aux mythes grecs parce qu'il a grandi à côté de ces mythes. Et ses parents allaient au théâtre, lui rapportaient les programmes. Donc il allait avec sa gouvernante aussi au Châtelet pour voir ce qu'on peut appeler une excellente éducation, très tournée vers les arts, oui. vers la création, vers ce qu'il y a de neuf. D'ailleurs, il aimait s'ouvrir au neuf. Il le racontait au micro d'Europe 1 en 1961. À l'époque, on disait d'Europe numéro 1. J'aime aimer. Et la chose que je reprocherais à notre époque, c'est de ne pas aimer. On aime plutôt haïr. On aime plutôt se mettre se hérisser contre quelque chose d'avance. Eh bien, moi, chaque fois que je vais voir un spectacle, je m'ouvre en deux pour que ce spectacle entre. J'estime qu'il y a une époque où on doit recevoir tout ce qui vient du dehors comme si un hôte royal allait pénétrer chez vous. Eh bien, les gens vous reçoivent le neuf comme si c'était du malpropre, quelque chose de malpropre, n'est-ce pas ? Et ça, c'est une grande importance. C'est pourquoi, vous savez, pour ce film, j'ai évité le gala. Parce que le gala, c'est exactement comme si on commettait l'imprudence de faire baptiser son enfant chez les cannibales. Alors après le baptême, on cherche l'enfant, où est le petit ? Vous savez, nous avons toujours eu contre nous ce qu'on appelle l'élite. Les gens ont cru que nos films étaient faits pour une élite. On l'a beaucoup répété, c'est une erreur. L'élite est en quelque sorte bardée contre le neuf. Elle est bardée je ne dis pas maintenant ne s'habille plus le soir, mais enfin, il y a une espèce d'habit moral qu'on porte le soir, de frac moral, qui empêche les choses d'entrer. Les gens vont plutôt se voir entre eux qu'ils ne vont voir un spectacle. J'aimerais bien qu'on puisse diffuser ça presque en prologue à chaque émission. Ça nous rafraîchirait l'esprit à chaque fois. C'est extraordinaire, hein, cette ouverture d'esprit, cette très grande réserve à l'égard de la critique, on va dire. Hein, enfin, de la critique au sens même
Pas seulement professionnel du terme, hein, au sens social même. Absolument. Et cette curiosité et aussi cette façon dont on a dit qu'il détectait les talents, mais il était justement tellement ouvert qu'il détectait les talents de tout le monde. Ça. Alors, il y a eu une fêlure chez ce personnage. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour en faire l'artiste avec un grand A que nous connaissons? Que s'est-il passé dans sa jeune, dans son enfance, si je puis dire, de Alors, il a une enfance effectivement très choyée, très protégé jusqu'à l'âge de 9 ans où son père se suicide. Et voilà. Et son père se suicide au domicile parisien et il est dans cette famille, comme on l'a dit, bourgeoise, où on enfouit les choses. Qu'est-ce qu'on lui a raconté à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qui lui a été caché? Qu'est-ce qui lui a été ou non expliqué? Il n'en a jamais vraiment parlé. Donc il a fallu qu'il se construise sur ce premier abandon et ce tragique abandon. Et si on observe bien la vie de Cocteau et son œuvre, on se rendra compte que l'abandon est l'obsession permanente. Oui, cet abandon, cette peur de l'abandon et en même temps cette recherche un peu de l'abandon, si l'on peut dire, hein, parce que c'est à double détente d'une certaine façon. On a l'impression qu'il va parfois au devant de la rupture, si je puis dire. Hein. Il en a peur et en même temps, c'est vrai qu'il s'engage et il prend tous les risques en faisant des choix quelquefois vraiment périlleux et en ne sachant pas comment ça se termine. Donc c'est effectivement très ambigu. Quelles sont ses premières œuvres? À quoi se consacre-t-il lorsqu'il est encore, on va dire, au sortir de l'adolescence? Alors, il commence à écrire assez jeune, puisqu'il publie son premier recueil de poèmes, La lampe d'Aladin, en 1909, et il publie à compte d'auteur. Il a à peine 20 ans, et il va publier trois recueils de poèmes. Cette lampe d'Aladin, inspirée par, bien évidemment, Les Mille et une Nuits. Il y a eu la traduction du docteur Mardrus. C'est à la mode à ce moment-là, il adore ça. Il va y avoir ensuite Le Prince frivole, qu'il va écrire sur des partitions musicales. Et le troisième recueil, La danse de Sophocle. Et il va renier les trois. Il va renier les trois au moment où il va rencontrer Diaghilev. Parce que ça, c'est les ballets russes qui arrivent. C'est la vague des ballets russes qui emporte tout. Voilà. Et il va trouver que tout ce qui appartient à la belle époque, maintenant, c'est terminé. Il va vouloir étonner Diaghilev qui l'a ébloui. Et c'est là où Diaghilev va lui répondre, quand il lui propose de travailler pour lui, « Étonne-moi d'abord ». Et il va n'avoir de cesse que d'étonner Diaghilev. Ouais, c'est la recherche de ce qu'il y a de saillant, de différent, et cultiver la différence en quelque sorte. Hein. Toujours. Cette volonté d'aller plus loin dans la singularité. Et là, il comprend que ce n'est pas si simple d'être un poète et que ce n'est pas si simple d'être un artiste et que jusqu'à présent, il s'est amusé, il considère qu'il s'est amusé et qu'il va falloir vraiment travailler énormément pour arriver au niveau de Diaghilev. On est là en 14, hein, ça fait 100 ans, entre parenthèses. Oui. Ça va être la Première Guerre mondiale. Que fait-il pendant la Première Guerre mondiale, lui? Alors, il va, bien évidemment. Il est réformé. Il est réformé, temps, mais enfin, comme il ne supporte pas qu'il se passe quelque chose où il n'a pas son mot à dire, où il ne peut pas agir, il a rencontré Misia Certes, qui n'était pas encore Certes à l'époque, mais qui était cette femme, qui était l'amie intime de Diaghilev, un peu son éminence grise, et Misia Certes allait au front avec des ambulances, et elle allait au secours des blessés, et alors il est allé avec elle, ils sont partis dans des voitures de couturiers qui étaient transformées en ambulances, et tout le monde était en uniforme créé par Poiret. Enfin bon, ils sont allés sous les bombes à Reims comme ça. Et ils ont pris ça bien évidemment très au sérieux. On est à l'époque de parade. C'est quand même une espèce de bouillon de culture incroyable que le Paris de cette époque. Donc Cocteau travaille avec Stravinsky, avec Picasso. Une grande rencontre, hein, bien entendu. Les deux rencontres capitales de Cocteau sont effectivement, sur le plan artistique, Stravinsky et Picasso. Ouais. Et ça, Picasso sera un exemple suprême jusqu'au bout de sa vie. Alors j'ai sous les yeux un ouvrage que j'ai ouvert à une page absolument magnifique. Ça s'appelle Jean Cocteau Dessin, c'est édité chez Stock, et j'ai pris une sorte de portrait, on peut dire, de Raymond Radiguet en train de dormir. C'est un dessin absolument magnifique. C'est le grand amour. C'est le premier grand amour de Cocteau qui, en réalité, en aura deux, puisqu'il y aura Radiguet et Marais. C'est un amour extraordinaire parce que c'est d'abord une complicité littéraire. Ils écrivent... selon les dires de Cocteau, ils écrivent à la même table des choses différentes, puisque pendant les 3 ou 4 ans où ils vont être vraiment ensemble, Radiguet écrira Le diable au corps et le bal du comte d'Orgel, et Cocteau, Le grand écart et Thomas l'imposteur. Donc c'est cette énorme complicité littéraire, mais
Cocteau aime Radiguet, Radiguet aime les femmes. Et ça va être des grandes crises de jalousie. Mais on va orchestrer une légende comme quoi il y aurait eu un amour passionnel entre les deux. Amant, mais c'est non, faux. Vous nous dites c'est pas totalement du tout faux. même en fait. Hein. Oui, absolument pas. C'est un amour de frustration pour... C'est un amour de frustration, mais qui va lui permettre aussi d'écrire plein chant. Eh oui, donc d'aller encore plus loin. Il repousse toutes les règles. Il n'est pas le seul à le faire hein, dans cette période des années folles. Il faut dire qu'on est dans une sorte de créativité tous azimuts et tout le monde est en train de bousculer les vieilles règles. Mais Cocteau le fait avec élégance, si je puis dire. C'est ça, il n'est pas en rupture. Il est en dépassement. C'est pas tout à fait la même chose. Il est exactement en dépassement. Et il ne veut pas du tout faire partie du groupe des surréalistes qui lui en voudront fortement. Et en même temps, le conseil de Radiguet a été très important parce que après Parade, au moment où il aurait pu basculer dans une modernité justement un peu trop violente, eh bien Radiguet lui dit mais non, il faut finalement s'inspirer du classique. Il faut planter nos chevalets devant les grands romans de la littérature française, comme par exemple La Princesse de Clèves. Et je pense que ça a canalisé justement Cocteau et ça lui a permis d'être équilibré dans ce qui va vraiment être son œuvre. Et son œuvre, elle arrive maintenant, en tout cas dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Compositeur Georges Auric avec un extrait du générique du film Le Testament d'Orphée. Je me disais, et c'est ce que je viens de proposer à Dominique Marnic, nous n'aurions pas le temps de parcourir toute la vie de Jean Cocteau dans les quelques minutes qui nous restent, mais j'aimerais qu'on évoque un certain nombre des grands thèmes qui marquent littéralement cette existence et cette création, puisque les deux sont vraiment inséparables. L'opium peut-être d'abord. Est-ce que Cocteau était un opiomane ? Est-ce qu'on peut le définir ainsi ? Cocteau était un opiomane et il l'a pas tellement caché d'ailleurs. Il a commencé à fumer de l'opium après la mort de Radiguet, où la vie lui était devenue impossible. Et il a pensé à se suicider, à arrêter d'écrire. Et puis il a trouvé une béquille, on peut dire ça, avec l'opium, qui a été sa fidèle compagne ou son fidèle compagnon, je ne sais pas ce qu'on peut dire, pendant toute sa vie. Il a subi 6 ou 7 cures de désintoxication, mais dès la première, il savait que de toute façon, il recommencerait parce que c'était la seule chose qui apaisait son système nerveux et son hypersensibilité. Il a dit « Je suis l'archéologue de ma nuit ». Il savait aller dans ses ténèbres. Il n'aimait pas Freud, mais finalement, il n'en avait pas vraiment besoin puisqu'il le faisait très bien tout seul. Et l'opium lui permettait finalement de juguler ses angoisses. C'est ces sensibilités à vif qui rendent sensible à tous les petits détails de la vie, mais qui rendent aussi cette vie parfois difficile à vivre. On pense à Marcel Proust, qu'il a connu et rencontré du reste. Hein. Il a connu des personnages d'un autre siècle, si je puis dire, puisqu'il raconte aussi le jour où il a croisé sur la Côte d'Azur l'impératrice Eugénie, par exemple. Mais enfin bon, on n'entrera pas dans tous ces détails. Une autre figure de l'univers de Jean Cocteau, c'est la figure de l'ange que l'on trouve un peu partout. Qui est-il cet ange ? Alors l'ange, c'est l'intermédiaire. Cocteau, parce que justement il a eu ces morts si violentes près de lui, a très vite pensé qu'il n'y avait pas de séparation ou très peu de séparation entre le monde visible et invisible. Il y a eu bien évidemment le miroir. Hein. On traverse le miroir pour rejoindre le monde invisible. Mais l'ange, ça fait partie de ces intermédiaires justement qui peuvent circuler entre ce qu'on ne voit pas et ce que l'on perçoit et touche. C'est là que le rêve, on se rapproche de ce que je racontais tout à l'heure concernant le cinéma, hein, c'est-à-dire que la traversée du miroir, le rêve, la réalité, l'espace onirique, tout ça, la mort aussi, qui est très omniprésente. L'ange est parfois aussi porteur de mort chez Jean Cocteau. L'ange est porteur de mort et la mort est omniprésente depuis ce fameux suicide de son père. Et il est entouré effectivement de gens très proches qui meurent de façon brutale, comme par exemple ses compagnons, Jean Desbordes et Marcel Kiel, qui meurent pendant la guerre, l'un torturé par la Gestapo et l'autre fusillé ou non tué juste à la fin de la drôle de guerre. Profitons-en pour évoquer justement la période de l'occupation, parce qu'on lui a tellement reproché de choses à Jean Cocteau. Comment traverse-t-il la guerre ? Alors, on lui a reproché d'avoir travaillé pendant la guerre. C'est exact, il n'a pas arrêté de travailler. On lui a reproché... Comme un très grand nombre d'artistes de cette époque. Comme un grand nombre d'artistes. On lui a reproché surtout d'être allé à l'Orangerie et d'avoir écrit Le Salut à Arnaud Brecker. Qui était Arnaud Brecker, le sculpteur favori d'Hitler ?
Je ne défends pas Cocteau parce que je pense qu'il aurait pas dû y aller. Mais ce que je veux dire, c'est que Cocteau a connu Arnaud Brecker à Montparnasse des années Picasso, bien avant, oui, bien sûr. et où c'était l'ami de tout le monde, etc., etc. Et Cocteau avait un culte de l'amitié qui allait au-delà de certaines situations. Et il a privilégié l'amitié sur son pays occupé. Et ça lui a été très lourdement reproché. On sait que Jean Marais l'a défendu face à certains critiques, n'est-ce pas? On se rappelle cette anecdote. Jean Marais est alors le compagnon de sa vie. Alors, Jean Marais il l'a rencontré en 1937 et ça a été un éblouissement pour lui parce qu'en Jean Marais, il a vu tout d'un coup tous les dessins masculins qu'il dessinait depuis toujours. C'était vraiment... Comme s'il avait dessiné des portraits de Jean Marais avant de le connaître. Oui, tout à fait. Et Jean Marais, d'ailleurs, François Truffaut montre la scène dans Le Dernier Métro, et Jean Marais a cassé la figure, c'est vraiment ça, d'un critique qui s'appelait Lobreau, qui appartenait à l'extrême droite et qui était collaborationniste. Voilà, collabo. Et Jean Marais et c'était au sortir d'un restaurant. Sera évidemment, on peut dire, l'égérie, si l'on peut dire, de Jean Cocteau. Il va l'inspirer jusqu'à la fin et il sera ensuite celui qui maintiendra la flamme, en quelque sorte. Il va être d'une fidélité incroyable. Et c'est vrai, on dit, Jean Cocteau a permis à Jean Marais de devenir le jeune premier que tout le monde s'arrache. Oui, mais Jean Marais a permis aussi à Jean Cocteau de quitter un théâtre plutôt classique pour aller vers le théâtre de boulevard avec Les Parents terribles et ensuite d'autres pièces. Mais c'est vrai que Jean Cocteau avait envie d'aller vers un théâtre plus populaire. Et je crois que ça a été le détonateur Marais qui lui a permis de le faire. On a beaucoup parlé de théâtre, on n'a pas suffisamment, me semble-t-il, beaucoup parlé de cinéma, pas suffisamment parlé de théâtre dans cette émission. C'est quand même la grande affaire de Jean Cocteau, le théâtre. Oui, il commence sa première expérience théâtrale, c'est avec Antigone en 1900. Enfin, on a parlé de Parade, donc je vais passer à Antigone. Oui, Parade, c'est plutôt de l'ordre du happening, oui, c'est une sorte de ballet. Il disait que c'est un poème gestuel. Voilà, c'est ça, oui. Donc c'est 1922, Antigone, et donc j'avais dit qu'il s'était vraiment construit autour des mythes de son enfance. Et qu'est-ce qu'il a comme idée? Retendre la peau des mythes. Et finalement, Antigone, il veut en faire quelque chose de contemporain. Qui appelle-t-il? Bien évidemment, Coco Chanel pour les costumes. Et il dit, mais enfin, les filles d'Édipe doivent être bien habillées. J'appelle la plus extraordinaire couturière de notre temps. Ça se passe comme ça. Alors, ces amies, toutes ces femmes incroyables sont... on a parlé tout à l'heure d'Anna de Noailles. Vous évoquez Coco Chanel. Il faudrait parler de Valentine Hugo également. Valentine Hugo qui dessinait, qui a épousé Jean Hugo, qui créait des décors et puis qui était très très proche aussi de Diaghilev. Et puis on a parlé de Missia, certes, mais il faudrait citer Louise de Villemorin, bien entendu. Oui, qu'il appelait Radio Loulette, parce qu'ils avaient beaucoup d'esprit tous les deux, donc c'était extraordinaire quand ils commentaient l'actualité. Mais ils partageaient aussi le culte de la féerie. Ils avaient comme ami commun Christian Bérard. Et Christian Bérard était vraiment le bras droit de Cocteau quand il s'agissait de créer des décors ou des univers. Il comprenait tout. Madame Colette, évidemment, qui était sa voisine au Palais Royal. La voisine du Palais Royal. Ils se rencontraient dans les jardins, ils se rencontraient aussi au Grand Véfour, ils avaient leur table. Et puis Cocteau allait très souvent la voir parce qu'elle était à ce moment-là assez fatiguée, elle avait beaucoup de mal à se déplacer. Alors il y a en ce moment au Musée des Lettres et des Manuscrits une exposition qui s'appelle Jean Cocteau le Magnifique, les miroirs d'un poète, où ces différents aspects sont justement remarquablement évoqués. C'est assez rare en fait qu'une exposition graphique, une exposition de textes, de lettres, de manuscrits, de dessins, etc. puisse rendre compte de la complexité d'un personnage. Dans le cas de Jean Cocteau, c'est le cas incontestablement. Oui, c'est vrai que je partage le commissariat avec Pascal Fulachet, qui est conservateur du Musée des Lettres et Manuscrits, et on avait un choix extraordinaire. Ils avaient 800 pièces fantastiques, dont des documents inédits, comme le script original de La Belle et la Bête, comme le journal de La Belle et la Bête. C'est là-bas, on va les montrer. Il y a aussi le manuscrit original des Parents terribles, avec les dessins de Cocteau, avec le plan de l'appartement, les titres auxquels il a pensé. Il y a les fameux autoportraits du mystère de Jean Loiseleur. Et puis, il va y avoir aussi des photographies, des affiches. Enfin, ça va être en même temps, effectivement, des manuscrits, mais extrêmement visuels.
Alors, l'exposition a lieu à partir du 11 octobre et elle durera jusqu'au 23 février, donc au musée des lettres et des manuscrits boulevard Saint-Germain. Et elle fait partie de tout un bouquet, on peut dire, de fleurs extraordinaires. Donc, je vous ai laissé tout à l'heure entendre, mais je vous redis clairement que la Cinémathèque de Paris proposait une rétrospective des films de Cocteau, depuis hier et jusqu'au 22 novembre prochain. Au musée du cinéma de la Cinémathèque, il y a une exposition qui s'appelle Jean Cocteau et le cinématographe, bien entendu. Au cinéma, à partir du 2 octobre, il y aura un film réalisé par Ariel Dombasle, figurez-vous, qui s'appelle Opium et qui est inspiré justement de cette liaison des amours contrariés de Cocteau et de l'écrivain Raymond Radiguet. Il y aura aussi bientôt un remake de La Belle et la Bête, du reste. Et puis, à la mairie du 16e arrondissement, une exposition qui s'appelle Cocteau par Cocteau. Et puis cette ressortie de La Belle et la Bête, enfin, ça va être l'année Cocteau. J'allais dire, on ne l'a pas vu venir, mais c'est extraordinaire. Oui, c'est un cinquantenaire très vivant et c'est vrai que c'est formidable parce que justement ça va montrer aux jeunes générations qu'il ne faut pas croire qu'il est si difficile à aborder et qu'il faut essayer de le connaître davantage. Pour mieux le connaître, il suffit d'ouvrir votre ouvrage, Dominique Marny, Jean Cocteau ou le roman d'un funambule, c'est aux éditions du Rocher. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Magdalena via Facebook qui vous demande quelle est l'origine du tricot. Alors ce tricot, évidemment, j'ai envie de vous dire comme ça vous intéresse d'ailleurs ça, Céline, parce que vous tricotez en l'occurrence, pas pendant l'émission, je précise. Non. Vous pourriez, cela dit. Parfois, pourquoi pas, en écoutant ce que racontent nos invités. Alors je dis souvent que les choses remontent très loin en arrière. Là, c'est le cas. On trouve des traces de tricot sur des tombeaux égyptiens, par exemple. On a des aiguilles à tricot en os, en bronze, etc. Toutes les civilisations y sont allées de leur mode de tissage, bien entendu. On possède un morceau de tricot, c'est un fragment de jersey qui a été réalisé en soie marron et dorée, en jacquard, on pourrait dire, qui date de environ de 700 à peu près de notre ère en Égypte. Bon, on a pas mal d'exemples, mais ce qu'il faut dire, c'est que le tricot tel qu'on le conçoit nous est une technique qui est d'abord répandue dans le monde arabe et islamique dans le courant du Xe siècle. Quelques pièces sont trouvées en Égypte pendant l'époque fatimide, donc avant le XIIe siècle, notamment des chaussettes qui portent souvent des inscriptions en arabe, on est donc au XIIe siècle. Et puis ce tricot, il va être introduit en Europe à travers l'invasion arabe justement et la présence islamique en Espagne jusqu'au XVe siècle. Alors on va bientôt avoir des confréries de tricoteurs, les premières guildes qui vont naître. Les archives mentionnent une organisation de tricoteurs à Paris en 1268, par exemple. L'événement le plus marquant de l'histoire du tricot, si je puis dire, c'est cette affaire de l'invincible armada à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Vous savez, cette flotte espagnole extraordinaire qui part à la conquête de l'Angleterre en 1588. C'est, figurez-vous, l'origine de l'arrivée du tricot sur les côtes anglo-normandes. Et ça, c'est assez important parce que c'est l'origine de tous ces pulls que nous connaissons, notamment dans les îles Orcades, les îles Shetland, etc. Il va y avoir une tradition du pullover pour parler bien. Eh bien, ça vient de là, c'est venu par les Espagnols qui eux-mêmes avaient hérité ça des Arabes et qui eux-mêmes tenaient ça d'un certain nombre de civilisations du Proche-Orient. Sous l'Ancien Régime, on sait que le tricot est une activité plutôt féminine, n'est-ce pas? Les tricoteuses, rappelez-vous, pendant la Révolution, ces femmes qui venaient au pied de l'échafaud voir les gens guillotiner tout en fabriquant des chandails et des bonnets. À la fin du XVIIIe siècle, on sait que Marie-Antoinette s'adonnait au tricot et d'ailleurs, dans sa cellule à la conciergerie, on présente encore la petite paire d'aiguilles à tricoter en ivoire qu'elle utilisait. Et au XIXe siècle, les villes réputées pour leur tricot, bien, ce seront évidemment Saint-Affrique dans l'Aveyron, Vervins dans l'Aisne, et puis il y a les fameux colporteurs du Dauphiné qui s'approvisionnent en chaussettes auprès des Ardéchoises. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts Europe 1, je précise que vous pouvez tricoter en nous écoutant.
Eh bien, nous allons vous donner les clés pour vous vendre. Vous savez, parfois, on est un peu paralysé au moment important de notre vie, un entretien professionnel, parfois une rencontre amoureuse. Et là, on perd tout le moyen, on ne sait plus mettre en avant nos qualités. Il y a des clés pour réussir à le faire et ce sont les experts qui vont vous les donner. Vous pouvez bien entendu poser vos questions au 39 21, c'est 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr, Franck. Merci beaucoup, Elena. Alors, nous nous retrouvons lundi, bien sûr, Céline, mais avant cela, c'est la nuit blanche demain soir, vous savez. Oui. Et je vais y participer, figurez-vous. Alors, si ça vous intéresse et que vous êtes dans la région parisienne, venez assister à ce spectacle incroyable du Quatuor Hélicoptère de Stockhausen. Les musiciens sont montés à bord des hélicoptères, vous savez. Et celui qu'on appelle le modérateur, c'est-à-dire en l'occurrence le présentateur du concert, eh bien, ce sera votre serviteur. À lundi. À lundi, vous serez en direct de la Cité de l'Espace. Lundi, on le rappelle. Et en public. Exactement, vous pouvez y aller donc à partir de 14h. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. 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 Cœur de l'histoire.